Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de QG. Comment reconstruire les forces d'émancipation après une nouvelle défaite à la présidentielle? Les législatives peuvent-elles en juin prochain être l'occasion d'un sursaut historique? Qu'est-ce qui ne fonctionne toujours pas entre la gauche et le peuple? Pour en discuter aujourd'hui avec moi, Stathis Kouvlakis. Bonjour Stathis. Bonjour Aude. Stathis, vous êtes philosophe. Vous êtes membre de la rédaction de la revue Contretemps. Vous êtes aussi ex-membre du comité central de Syriza en Grèce. Et puis, face à vous, plutôt à côté de vous, Olivier Berruyer. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier Berruyer, vous êtes le fondateur depuis 1 an, je crois. 6 mois, depuis 6 mois, du média Élucide, qui traite d'économie, de politique, de géopolitique de manière très informée et très chiffrée aussi. C'est votre spécificité. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Et tout d'abord, cette question que je vous adresse, parce que je crois que les gens ont vraiment besoin de retrouver un petit peu d'espoir après le coup de masse de la réélection d'Emmanuel Macron. La France insoumise peut-elle réussir l'exploit en juin prochain, sachant qu'une cohabitation immédiate ne s'est jamais produite depuis l'inversion du calendrier électoral qui a transformé en quelque sorte les législatives en ratification des élections présidentielles. Stathis peut-être. Je crois qu'il faut commencer par dire que Jean-Luc Mélenchon a eu une très belle idée en lançant le mot d'ordre de troisième tour, de faire des législatives un troisième tour. Et on voit que ça a un impact déjà. Et l'impact, on le voit en regardant le camp d'en face, comment il réagit. Il est caractéristique, il y avait un article dans Le Monde hier, je pense, de Lemarrier, qui disait la Macronie redoute le troisième tour, à la fois électoral et social. Et il voyait justement une possible conjonction des deux. Et on voit bien qu'il y a toute une série de déclarations des macroniens sur le thème « ce n'est pas démocratique, vous faites un procès en illégitimité de la réélection de Macron, respectez les institutions », il commence à devenir menaçant et intimidant. Bon, donc ils ne sont pas très à l'aise. Il est clair que l'après-second tour de 2022 n'est pas l'après-second tour de 2017. Et le meilleur indicateur de ça, c'est toujours ce que pense le camp d'en face. C'est pas nous ce qu'on dit, parce que nous, parfois, justement, on se raconte des histoires pour se donner courage, etc. Donc, on est dans une situation, je crois, qui est quand même très différente de celle de 2017. La réélection de Macron a été une réélection déjà plus difficile. La perception comme quoi ce chantage électoral, même pour ceux qui y ont succombé, a été vraiment une sorte de cas limite. Et la légitimité politique d'Emmanuel Macron est nettement diminuée. Bon, ceci étant dit, on sait bien que la marche est haute pour la gauche, pour les législatives qui suivent le second tour des présidentielles, car là, le principal ennemi, c'est l'abstention. L'abstention en 2022 avait atteint 51,3%. Elle était majoritaire, l'abstention pour les législatives. L'inversion du calendrier a fait que les législatives sont devenues une sorte de pure formalité qui sert à valider l'élection présidentielle. Ceci étant, il est clair qu'on est dans un paysage politique qui est maintenant différent, la fameuse tripartition dont tout le monde parle, mais on n'en tire pas exactement les conséquences. Les conséquences, c'est que le caractère minoritaire du bloc macronien, là, saute aux yeux, justement. En 2017, ce n'était pas le cas. En 2017, on avait encore l'effondrement de l'ancien paysage politique. La droite était encore avec Fillon à 20%, c'était plutôt une quadripartition. C'était moins clair. Là, il y a quand même une tripartition avec 3 pôles qui paraissent quand même assez nettement discernables. Donc, le caractère minoritaire du bloc bourgeois, en voie d'unification accrue autour d'Emmanuel Macron, avec l'effondrement de la droite classique, son caractère minoritaire apparaît nettement. Le fait que le dispositif institutionnel est là pour faire d'un bloc minoritaire quelque chose qui peut remporter une élection présidentielle, avec le jeu du scrutin à 2 tours, des institutions de la Ve République, je ne reviens pas là-dessus, apparaît encore plus clairement. Donc, il y a une fenêtre d'opportunité, il y a une dynamique à gauche, on va y revenir, je ne veux pas être trop long maintenant, et là, poursuivre dans cette lancée, justement, de la dynamique du résultat inattendu, il faut le dire, de Jean-Luc Mélenchon. La direction elle-même de l'Union populaire ne prévoyait pas de score supérieur à 20%. Il l'avait plus ou moins dit à demi-mot. Quand Bompard avait dit que le ticket d'entrée au second tour est autour de 17-18%, ça voulait dire qu'en réalité, ils pensaient, le butoir pour eux, c'était le score de 2017. C'est aller au-delà. Il faut comprendre pourquoi et il faut voir s'il y a la possibilité de poursuivre dans cette lancée, dans cette dynamique.
Olivier Berruyer, vous y croyez, vous, à ces législatives En tout cas, oui, il y a clairement un troisième tour qui se fait jour sur ces élections de 2022, donc elle va être beaucoup plus originale que celle de 2017. Mais en effet, en tout cas, il y a pas mal d'enseignements sur ce scrutin. Bon, le premier, c'était évidemment la tripartition, maintenant, qui est très claire, du pays en 3 blocs. Et les législatives ont un scrutin particulier, il faut le rappeler aux gens, c'est à 2 tours, mais pour accéder au deuxième tour, c'est quand on fait plus que, je crois, 12% des inscrits, en fait, on peut se maintenir. Donc, il peut y avoir 3 candidats, voire 4 au second tour. Donc, avec cette tripartition, ça veut dire que contrairement à 2017, comme le troisième bloc, le bloc de gauche est très important, il peut très bien y avoir beaucoup de triangulaires. Et dans une triangulaire, celui qui a le plus de voix des 3 va gagner le poste de député. Donc en fait, c'est très ouvert. Enfin, c'est un peu fou dans ce système. On voit que 1 ou 2% en plus ou en moins sur chacun de ces 3 blocs peut faire l'élection du député. Et donc, vous pouvez avoir 100, 150 députés qui peuvent assez facilement basculer d'un parti à un autre. Donc ce que ça montre, c'est que évidemment c'est très ouvert. Alors bon, est-ce que le bloc Mélenchon arrivera à gagner? C'est une possibilité, mais c'est compliqué. La vraie question, c'est est-ce que le bloc Macron va y arriver? Et ça, c'est très compliqué pour lui, à l'évidence. Donc on risque de se retrouver avec une assemblée sans majorité très claire. Bon, ça dépendra aussi du pourcentage de LR là, qui survivent un peu, mais qui sont très implantés localement, qui pourraient faire aussi un petit groupe. On sait que Sarkozy essaye de tirer un petit groupe de députés LR pour les soutenir Macron, bon, en échange sans doute de quelques complaisants judiciaires. Mais on a quand même un événement d'un côté assez surprenant au niveau historique, mais d'un autre côté très logique. Et c'est vrai que voir les réactions du camp macroniste complètement possédé sur « mais attendez, vous n'allez pas remettre en cause l'élection présidentielle qui vient d'être extorquée à la population ». Avec l'épouvantail Le Pen qui a rempli son mission, c'est-à-dire de faire réélire Macron, sachant... Et en amont, l'Ukraine, le Covid, une situation oui, bien sûr, très particulière. Mais le fait fondamental, c'est que le bloc macroniste, c'est, allez, on va être très gentil, une trentaine de pourcents. Ces gens veulent le pouvoir en représentant 30% des gens. Donc on voit très bien le caractère non démocrate de ces gens qui n'ont que le mot démocratie à la bouche tant qu'ils gagnent, parce qu'évidemment, dans leur logique de parti unique, il est hors de question que Marine Le Pen puisse gagner. Donc il est hors de question que l'opposition puisse gagner, et ça aurait été Jean-Luc Mélenchon, ça aurait été pareil. À ce moment-là, évidemment, s'il y avait eu un deuxième tour, Macron-Mélenchon, on vous aurait expliqué que non, Marine Le Pen n'était pas d'extrême droite, bien évidemment, et qu'on a besoin des soutiens pour faire battre Mélenchon. Donc on a un système qui devient complètement fou, d'un côté par rapport à ce système institutionnel, mais le problème c'est que nos institutions de la Ve République sont vraiment à bout de souffle, en tout cas dans la façon dont elles ont été construites, avec une assemblée non représentative, en étant au scrutin majoritaire, ce qui est extrêmement rare en Europe. L'Europe, c'est évidemment le scrutin proportionnel et la norme. Il y a essentiellement la France et l'Angleterre qui ont ce scrutin très bizarre où vous pouvez avoir la majorité en représentant 20, 25%, 30% du corps électoral. Et le deuxième, c'est évidemment l'absurdité de l'élection du président de la République au suffrage universel, qui, je rappelle, n'était pas prévu dans la Constitution 58, c'était De Gaulle en 62 qui a introduit ça parce qu'il allait perdre, très probablement. Il n'aurait pas été réélu en 65 par l'Assemblée, parce que c'est l'Assemblée qui élisait le président de la République. Mais la logique institutionnelle et, je ne peux pas dire démocratique, parce que ça n'est pas très démocratique, mais en tout cas au moins de démocratie représentative, fait que, de toute façon, on fonctionne en étant soumis par des lois. Le Parlement vote les lois, donc normalement, évidemment, la seule élection importante, c'est l'élection des députés au Parlement. Une fois que vous avez élu les députés, ils sont censés désigner un chef de la majorité, comme en Belgique, en Italie, en Grèce, on l'a vu, en Autriche, dans la plupart des pays d'Europe. Vous avez un Premier ministre qui est issu de cette élection-là. C'est-à-dire, normalement, on ne devrait voter qu'une fois, comme ça a été le cas au premier tour. Vous avez 3 blocs, maintenant les 3 blocs sont censés être représentés proportionnellement à l'Assemblée. Il n'y a pas de majorité, à eux de négocier un programme, un peu de compromis. Tant mieux, il sera peut-être moins extrême au niveau macroniste, un peu décevant au niveau social, mais en tout cas, on voit que ce serait forcément plus positif pour l'ensemble de la population que ce qui est prévu actuellement.